Bonjour et bienvenue au livre audio de Niveau sans moi, ni moi sans vous de Daniel Mativa, lu par moi, Hugo Vertiombre. Chapitre 7. Iseult aux blanches mains. Iseult était redevenue en apparence une épouse modèle, douce, soumise et tout sourire. Il n'y avait dans tout le royaume de Cornouailles femme plus irréprochable. Elle accompagnait le roi Marc à la messe, elle lui suivait à la chasse, les mérions au point. Elle trônait à ses côtés lorsqu'il recevait les ambassadeurs. Elle dansait à son bras les jours de fête, buvait dans sa coupe et partageait sa couche. Bref, elle s'acquittait avec une telle application de ses devoirs de reine qu'elle projetait l'image même du bonheur. Or, elle n'en était rien, car cette sérénité retrouvée n'était qu'illusion, et cette vertu affichée un spectacle soigneusement orchestré. Elle avait beau porter un cilice sous sa robe et passer des heures en prière, elle aimait toujours Tristan aussi, éperdument. La seule différence, c'était qu'elle n'en laissait rien voir et avait soin d'entrefermer ses sentiments coupables dans le coffret secret de sa mémoire. Chaque nuit, Iseult la reine, Iseult l'épouse sans tâche, redevenait en songe Iseult l'amante passionnée, revivant chacune des caresses, chacun des baisers, chacune des étreintes vécues dans les bas de Tristan. Pour elle, le rêve devenait une seconde vie qui lui permettait de supporter la première, tout en nourrissant chez elle une sorte de mélancolie qui rehaussait sa beauté et lui donnait un charme envoûtant. Quant à Tristan, il avait vraiment décidé de quitter le pays. Son seul désir était de revoir une dernière fois la belle Iseult à laquelle, lui aussi, il rêvait nuit après nuit. Et le rêve qu'il faisait était toujours le même. Pèlerin fatigué, elle avait marché longtemps, et au terme de ce long voyage, elle n'avait plus la force d'aller plus loin. Or, elle plantait son bâton de coudrier en terre, et s'assoupissait. À son réveil, celui-ci avait reverdi et, autour de lui, s'était enlacé un chèvrefeuille. Il voulait le reprendre et tirait dessus dans l'espoir de le déraciner, mais il n'y parvenait pas. Le coudrier et le chèvrefeuille ne faisaient plus qu'un. Ce rêve était à la ressemblance de son amour pour Iseult, car, de la même manière, leur existence était mêlée si intimement qu'ils s'étouffaient mutuellement, tout en ne pouvant vivre l'un sans l'autre. Iseult semblait avoir accepté cette situation avec une résignation attristée. Chez Tristan, elle suscitait au contraire une sorte de rage impuissante, une violence extrême, comme celle qui pousse le loup pris au piège de se ronger la patte pour se libérer. C'est dans cet état d'esprit qu'il vint une dernière fois au palais de Tintagel, avec toute arme son épée, son arc d'aubier et un carquois rempli de flèches. Elle revit les hautes murailles dominant la mer. Elle revit le jardin et la fontaine à l'ombre du grand pin. Mais il vit aussi qu'Iseult était étroitement surveillée, encore l'œuvre des espions dans l'informe Cariado, pensa-t-il. Eh bien, cette fois, ils allaient payer. Ces bêtes charognardes n'avaient pas arrêté de tourner autour d'eux et de leur empoisonner l'existence. Elles allaient savoir ce qu'il en coûtait de braver la colère de Tristan de Lounois. Il n'avait plus rien à perdre. Il décidait de tous les tuer. Le premier, sans coup férir, il le poussa du haut d'une tour. Le second, il l'égorgeait comme un cochon sauvage. Le troisième, il l'embrocha jusqu'à la garde et posa son pied sur sa poitrine pour en retirer sa lampe trop bien enfoncée. Un autre encore, il lui cogna la tête sur un mur jusqu'à son crâne éclate comme une noix. Et quand il eut accompli sa macabre besogne, il se lava calmement les mains dans l'eau de la fontaine, puis il escalada lestement des grands pins dont la cime atteignait les fenêtres d'Iseult. Les trois châssis recouverts de cornes amincies en guise de vitres étaient fermés. Tristan cogna doucement. Pas de réponse. Alors, elle se souvint que dans la forêt de Montroy, Iseult aimait l'entendre siffler, imiter le ramage des oiseaux. Elle se mit donc à chanter, à triller à l'imitation du rossignol. Elle n'eut pas donné la sérénade trop longtemps. La fenêtre s'ouvrit doucement, les tentures s'écartèrent et Iseult apparut. Elle chercha un instant où pouvait bien se cacher l'oiseau chanteur qui gosiait si bien. Elle poussa un cri de surprise en apercevant Tristan,
dissimulé derrière une des grosses branches du pin. « Tristan, c'est vous? »« Oui, c'est moi. »« Vous êtes fou? À quoi pensez-vous? Vous voulez ma mort? Ne savez-vous pas que les espions du comte surveillent chacun de mes gestes? Ne craignez rien, je me suis occupé d'eux. » Isolde jeta un coup d'œil inquiet sur les chemins de ronde et les tours de guet. « Ne restez pas ici, on pourrait vous voir. » D'un bond, Tristan s'accrocha au bord de la fenêtre qu'il enjamba après s'être rétabli sur les poignets. Il fouilla la pièce du regard. Isolde le rassura. « Le roi n'est pas là. Il est dans sa salle d'armes où il essaie une nouvelle armure. » Tristan la prit dans ses bras et elle posa sa belle tête blonde sur son épaule. Il la serra plus fort. Elle lui caressa les cheveux et, quand il voulut parler, elle lui couvrit la bouche de sa main. « Ne dites rien. » Les mots, en effet, étaient inutiles. Elle avait compris, rien qu'à sa manière de l'enlacer, qu'elle allait partir au loin et que, peut-être, elle ne le reverrait plus jamais. Et c'était comme si elle mourait d'une mort très douce. Triste et soulagée à la fois, c'était comme si une partie d'elle regrettait ses alarmes et ses peurs continuelles qui avaient été son lot quotidien pendant toutes ces années, tandis que l'autre partie se réjouissait presque de connaître enfin le repos et la paix. Tristan prit enfin la parole. « Mamie, je pars, et sans doute ne vous reverrai-je point. J'en ai le cœur qui saigne. Cette vie aura-t-elle désormais un sens? »« Oui, nous allons vivre, simplement vivre. » Des rumeurs et des cris, lancés depuis la cour et la poterne du château, vinrent les interrompre. Les soldats du roi venaient de découvrir un cadavre dans les douves. Aux quatre coins de l'enceinte, d'autres soldats se mirent à corner. L'alerte était donnée. Sortant dans sa douce torpeur, Isolde s'écria « Sauvez-vous! Sauvez-vous vite! » Prenant lui aussi conscience du danger, Tristan ramassa l'arc et le carquois qu'il avait laissé sur le lit. Il fit un pas vers la fenêtre, mais s'immobilisa aussitôt. Une main tenait les rideaux entr'ouverts, et derrière le lourd velours cramoisi se dessinait une silhouette. Quelqu'un les observait. Isolde qui, à son tour, venait de découvrir la présence de l'intrus, resta paralysée d'effroi, ce qui eut pour effet de redoubler la colère de Tristan contre cette sale engeance qui avait passé tant d'années à la surveiller et à lui nuire. Sans bruit, il sortit une flèche de son carquois. Il l'encocha sur la corde de son arc et tendit l'arme de toutes ses forces. La flèche partit en sifflant. Elle traversa le rideau et se ficha dans la tête de l'espion, dont l'ombre s'effaça en même temps que retentissa un hurlement de douleur déchirant accompagné d'un grand fracas de branches cassées. À ces cris, Isolde retrouva tous ses esprits. Elle poussa vite Tristan hors de sa chambre. En 3 enjambées, il dévala l'escalier qui conduisait de la tour royale aux salles inférieures. Il traversa en courant plusieurs pièces, se précipita dans la cour et franchit si vite que le pont-levis que personne n'eut le temps de l'apercevoir. Au même instant, Isolde ouvrait à Brangin qui tambourinait à sa porte. « Madame, madame, vous n'avez rien? Qu'y a-t-il? Un meurtrier dans nos murs. On dit qu'il voulait tuer notre roi. Il a déjà aussi 4 hommes du comte Cariado, qui lui-même gît au pied du grappin, l'œil crevé par une flèche. » 3 années s'écoulèrent. 3 années au cours desquelles Tristan guerroya en pays d'égal chez les Frisons, les Écossais et les Germains, sans compter la campagne qu'il mena sur la terre d'Espagne contre ce géant africain qui avait débarqué avec une armée de Sarrasins et juré de se faire une pélice avec les poils des barbes de tous les rois de la chrétienté. 3 années à combattre sous les bannières de tous les princes, aux côtés des chevaliers plus renommés. 3 années qui se résumaient à une longue liste de châteaux assiégés, de villes prises d'assaut sous une pluie de carreaux, d'arbalètes et de torrents de pois fondus. 3 années à ferrailler, à distribuer force Orion et à répandre le sang jusqu'à avoir envie de retourner son épée contre soi
et elle se l'enfoncer dans la poitrine. 3 années au terme desquelles, l'ail dépanaillé, il décida de rentrer chez lui en Bretagne. Mais une bien mauvaise surprise lui attendait. Le duché, qu'il avait quitté depuis si longtemps, cette belle terre d'Armorique avec ses moulins, ce fier castel, ses pommiers, ses champs de blé à perte de vue, n'était plus que cendres et ruines. Les villages étaient déserts, les églises incendiées, des corps mutilés pourrissaient au bord des chemins, les arbres croulaient sous le poids des pendus et des enfants chétifs mendiaient sur son passage. Elle apprit qu'une terrible guerre avait mis le pays à feu et à sang. Celle-ci opposait Will, le duc de Bretagne, le contriol de Nantes. Une fois de plus, l'objet de leur querelle était une femme. Le comte, en effet, avait voulu enlever et forcer la fille du duc. Celui-ci avait donc levé une armée pour punir le félon, qui avait riposté en appelant à l'aide des barons normands et angevins, lesquels avaient pilé tous les villages de Tréguier à Vannes et transformé le pays en un immense charnier. Tristan aimait Oel, qui était un ami de son père. Elle n'en fallait pas davantage pour qu'il rejoigne l'ost du vieux duc. À force d'éperons, elle chevaucha donc vers le nord, et jusqu'après avoir franchi les montagnes noires près de Châteauneuf-du-Faou, il apprit qu'une effroyable bataille venait d'être livrée sur les bords de l'Aulne. Quand il arriva sur les lieux, un horrible spectacle s'offrit à ses yeux. La vallée était jonchée de cadavres hachés, menus, d'écus tordus, de lances brisées et de chevaux morts. Le tout bourdonnait de mouches, et la puanteur était insupportable. Au palais de son destrier, Tristan traversa ce champ de carnage, reconnaissant au passage sur les cottes d'armes des défunts et les armoiries de toutes les grandes familles bretonnes. Au bord de la rivière, il découvrit un jeune chevalier qui agonisait en essayant de retenir ses boyaux entre ses doigts ensanglantés. Après lui avoir donné à boire, Tristan lui demandait « Le duc a-t-il rendu l'âme aussi ?» Le chevalier répondit avec difficulté « Non, monseigneur, le duc a été blessé, mais son fils Caerdin a réussi à le sauver. À cette heure, il doit être assiégé dans Carhaix, notre dernière place forte. » Le chevalier voulut parler encore. Le sang qui lui emplissait la bouche à gros bouillon l'empêcha. Il expira, ses yeux bleus grands ouverts d'étonnement. Tristan lui ferma les paupières et après avoir resté une courte prière, plaça sur lui un écu blanc orné d'hermine qu'il chargea à la pierre. C'était la seule sépulture qu'il pouvait offrir à ce malheureux. Tristan continua son chemin. À 2 jours de marche de là, il parvint sous les murs de Carhaix. La ville avait subi de rudes assauts, comme en témoignaient ses murailles noircies, ses tours à demi effondrées et ses toits crevés par les pierriers et les catapultes. Tristan attendit la nuit pour se faufiler entre les tentes de l'armée rebelle, qui campait non loin de là et ripaillait en dévorant des bœufs entiers et en vidant des futailles de vin volés dans les fermes d'alentour. Il alla les veilleurs postés dans les hauts et la bretèche dominant le pont-levis. Une voix lui répondit « Qui êtes-vous? » « Je suis Tristan de Lunois, chevalier de Bretagne, et que voulez-vous? » »« Servir, monseigneur le duc. »« Vous êtes hardi chevalier, sire Tristan, mais vous avez bien folle de vouloir rejoindre à nous, car nous n'avons plus rien à manger, sinon des rats. Quand cette ville ne tardera pas à tomber, comme un fruit trop mûr, et Riol le felon a promis de piquer chacune de nos têtes à la pointe d'une lance. Qu'importe! Je n'ai pas un gros appétit, et, dans la mêlée, je sais garder ma tête sur les épaules. » L'homme du haut de l'enceinte éclata de rire. « Très bien. Entrez, compagnon. Je vous promets une belle mort digne des preux des gestes d'autrefois. » La herse de l'entrée s'éleva, et le pont de bois s'abaissa au bout de ses lourdes chaînes, juste le temps que Tristan pénétra dans la basse-cour, où un solide gaillard aux cheveux longs s'avança vers lui et lui donna l'accolade. « Je suis Caïdrin, le fils du duc Oel. » Tristan éprouva aussitôt une vive sympathie pour cet homme simple et brave, sentiment qui,
dans les semaines qui suivirent, ne tarda pas à se transformer en amitié virile. Caédrin avait l'impétuosité de l'extrême jeunesse. Tristan avait acquis dans les bois et la ruse et l'art de survivre à tous les dangers. À eux deux, ils formaient donc une équipe redoutable, qui ne tarda pas à influer sur le cours de la guerre. Dès le lendemain de son arrivée, Tristan organisa avec Caédrin une audacieuse sortie qui sema la panique dans le champ ennemis et leur permit de ramener dans la ville 2 chariots remplis de sacs de farine et de quartiers d'alors salés. Puis Tristan apprit aux archers et aux arbalétriers à viser juste à l'abri des meurtrières, en y guettant le moment où ceux d'en face, trop confiants, abaissant leur targe ou leur écu. Elle montrait également à Caédrin aux siens comment devenir loup et sortir la nuit en ordre pour traquer le gibier humain et semer la terreur avant de disparaître comme les ombres. Les Nantais leur alliés envers alors à vivre dans une terreur permanente et à considérer les défenseurs du château comme de véritables démons vomis des bouches de l'enfer. Cette existence périlleuse plaisait à Tristan. Le vieux Ducoël l'aimait comme un père et lui rappelait du roi Marc avant leur douloureuse querelle. Caédrin était comme son frère, et ce qu'il appréciait par-dessus tout, c'était qu'ici en terre de Bretagne, personne ne pouvait douter de sa réputation de preux chevalier. Comme la guerre s'éternisait, et voulant savoir davantage l'origine exacte du conflit, et la surprise d'apprendre de la bouche de Caédrin que la cause de tous ses malheurs était Iseut. Quand il entendit ce nom, il paraît si troublé que son ami crut bon de lui préciser. « Oui, ma sœur Iseut aux blanches mains, la belle entre les belles. »« Ta sœur s'appelle vraiment Iseut ?» s'écria Tristan. « Qu'y a-t-il de drôle à nommer Iseut? Ce prénom te déplaît? Tu connais quelqu'un qui le portait? » Tristan évita de répondre et préféra s'informer cette sœur mystérieuse, pour laquelle les hommes de tout le duché s'entretuaient depuis plus d'1 an. Elle est au couvent de Plormel, où nous l'avons cachée pour qu'elle ne tombe entre les mains du Riol. Il est fou d'elle. Quand mon père lui a refusé la main de ma sœur, il a forcé sa porte. Il l'a tirée par les cheveux et a essayé d'en l'emmener en le jetant sur un de ses épaules. Seulement elle a poussé de tels hurlements qu'il a dû se sauver, poursuivi par nos chiens. Après, le sang commença à couler. Mais pourquoi ton père n'a-t-il pas voulu de Riol pour gendre? Il n'était pas digne d'entrer dans notre famille. Cette dernière remarque laissa Tristan songeur, et quelques jours plus tard, il proposa à Caédrin de vider toute cette affaire, en allant lui-même provoquer le comte en duel. S'il est victorieux, tu donneras ta sœur. Si c'est moi qui te terrasse, il sera forcé de lever le camp et retourner chez lui. Mis au courant, le duc approcha le défi. Tristan fit donc porter l'œil challenge au comte de Nantes. Le héros revint en disant que Riol acceptait. Le combat eut lieu un lundi, quelques jours avant Noël. Les 2 chevaliers se présentèrent à cheval et tout armés dans l'enclos qui avait été aménagé dans une vaste prairie. Riol montait un destrier noir. Tristan avait trouvé dans un carré qu'une rosse efflanquée. Les 2 chevaliers chargèrent. La lance de Tristan frappa l'écu de Riol et vola en éclats. Celle du comte, maladresse ou un geste prémédité, s'enfonça droit dans le poitrail du cheval de Tristan. La pauvre bête roula à terre en entraînant son cavalier. Tristan se releva et tira son épée en ruissant de colère. « Ce coup est indigne. Frapper le cheval est contraire à la règle chevaleresque. Je comprends que la fille du duc n'ait point voulu d'un lâche de ton espèce. » Piqué au vif, le comte fondit de nouveau sur Tristan, qui esquiva habilement la charge et qui, d'un seul coup d'épée, trancha les sangles, retenant la selle de son adversaire. 20 pas plus loin, Riol bascula sur le côté, vida les arçons à son tour. Tristan courut à sa rencontre, et, avant qu'il ait repris ses esprits, il le cloua au sol en appuyant sa chose de fer sur la poitrine. Riol avait le visage ensanglanté et les dents enfoncées. Il avait de la difficulté à respirer. Tristan lui enfonça la pointe de son épée à la base de la gorge jusqu'au-dessus du chapelle.
Espèce de chien à qui j'en recommande ton nom, ma Dieu, car tu vas mourir. Merci, merci, aboya le triste sire. Tristan diminua légèrement la pression de sa lame. Je t'épargnerai si tu ramenais ton épée et jure de quitter la terre du duc Oel. Le comte accepta et, pour être sûr qu'il ne trahirait pas sa parole, Cerdin fit apporter spécialement de Trélier le reliquaire contenant les restes de Saint-Yves, sur lequel le vaincu dut répéter son serment solennel, en plus de verser une rançon or égale à son propre poids. 3 jours plus tard, l'envahisseur avait plié bagage. Les mois passèrent. Le duc Oel avait réinstallé sa cour dans la riche cité de Rennes et a fait revenir sa fille du couvent. Cerdin fit un plaisir de présenter sa sœur à Tristan. Iseult était vraiment très belle. Quand elle la rencontra pour la première fois, elle était en train de broder une magnifique nappe d'autel destinée à l'abbé qui l'avait hébergée pendant la période troublée qui venait de s'achever. Tristan trouvait que non seulement elle ressemblait à Iseult, si chère à son cœur, mais encore qu'elle avait de la reine de Cornouailles la douceur des traits et la perfection du corps, 2 détails néanmoins la distinguaient de celle qui occupait toutes ses pensées. Iseult de Bretagne était brune, et elle avait des mains blanches d'une étonnante finesse. Tristan se prit à aimer la compagnie de cette jeune fille si accorte, qui parlait peu et dont la pudeur était si farouche qu'elle pouvait demeurer des heures assises sans bouger et sans quitter ses travaux d'aiguille. Ses visites semblaient plaire également à la fille du duc qui rougissait dès que le chevalier entrait chez elle. Bref, à la cour de Rennes, tout le monde en vint à penser qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre. Iseult aux mains blanches n'était sans doute pas indifférente aux chambres de Tristan. Ce dernier pensait toujours à son ancienne maîtresse, Iseult la blonde. Iseult dont il n'avait pas plus de nouvelles depuis près de 2 ans. Iseult l'avait peut-être oublié. Quand il se mettait à plonger dans ses souvenirs, Tristan sombrait dans une profonde mélancolie qui l'empêchait le soir en chantant ses amours pour que celle qu'il n'avait pas oubliée. Iseult Madru, Iseult Mamie, en vous ma mort, en vous ma vie. Ces chants remplis de tristesse ne firent qu'entretenir la confusion dans bien des esprits, du fait que Tristan y répétait souvent le nom d'Iseult. Nombre de Bretons, Cerdin le premier, crut encore une fois que c'était de la fille du duc qu'il s'agissait. Bref, sans même s'en apercevoir, Tristan était déjà considéré plus ou moins comme le fiancé d'Iseult aux blanches mains. Quand il s'aperçut enfin du piège dans lequel il était tombé, Tristan, contre toute attente, ne luttait même pas. Pourquoi repousser le bonheur de ce qui se trouvait peut-être là, à la portée de la main? Bien sûr, il ne pouvait pas croire qu'Iseult la blonde ait pu vraiment l'oublier, mais, avec le temps, elle avait dû se détacher de lui. Pourquoi elle n'essaiera pas-t-il d'oublier également cet amour impossible dans l'apaisement d'un mariage sans histoire? Alors, sans hâte ni fièvre, elle commença à courtiser pour de bon la douce Iseult aux blanches mains, et, au mois de mai, elle la demanda en mariage. Les noces eurent lieu dans la cathédrale Saint-Paul en Launois, et pendant 24 heures au moins, Tristan pensait qu'il pourrait être heureux et trouver la paix dans le bras de celle à qui il venait d'enfiler l'anneau nuptial par 3 fois, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avant de lui glisser enfin au doigt de la main gauche. Oui, il était sûr qu'il aimait sincèrement cette femme, quand il prononça devant tous la phrase qui l'unissait à elle. De cet anneau, je t'épouse. De mon corps, je t'honore. De mon bien, je te doue. Il faut dire que la mariée, couronnée de fleurs, était si belle dans son bliot de sandales, si fragile et si touchante. Et puis le vieux duc avait l'air si content, et Cerdin était si fier en voyant sa sœur porter le cierge traditionnel sur l'autel de la Vierge et tremper ses lèvres dans la coupe du vin béni. Jusqu'au coucher, tout fut parfait. Les chants dans l'église inondés de soleil, la visite au cimetière enfin que les morts de celle de la famille puissent eux aussi se réjouir de cette union, la parade dans les rues de la ville,
le banquet arrosé de cidre et de bon vin, la gavotte dansait à la mode de Bretagne au son des binious et de la bombarde, les dernières coupes vidées à la santé des mariés, les plaisanteries grivoises jusqu'à la porte de la chambre soigneusement frottée de graisse de loup. Ce n'est que vers matin sonné, au moment où s'éteignirent les lumières et les cris de la fête, que pour Tristan s'évanouirent également toutes les promesses du bonheur. Cela commence après un instant anodin. Dans la chambre jonchée de fleurs et d'herbes odorantes, deux servantes étaient en train d'aider Tristan à se déshabiller, quand celui-ci, en ôtant sa chemise un peu trop serrée au poignet, perdit une bague. La plus jeune des chambrières la récupéra sous le lit et la tendit à Tristan qui devint tout pâle. C'était l'anneau de jaspe dont Iseult la blonde lui avait fait cadeau. Quelques minutes plus tard, Iseult aux blanches mains, préparée elle aussi par ses suivantes, se glissait toute nue et parfumée entre les draps. Les domestiques se retirent, les portes se refermèrent et les deux époux se retrouvèrent seuls. La jeune femme attendit en silence. Elle attendit longtemps. Tristan resta étendu sur le dos sans se brancher. Elle repoussa le drap et découvrit ses seins. Toujours aussi figé, Tristan continua de regarder dans le vide. Iseult aux blanches mains se colla contre lui. Elle chercha ses lèvres. Il détourna la tête. D'une main hésitante, elle le caressa. Elle la repoussa doucement. Elle émit un petit cri plaintif et se cacha le visage sous le traversin afin d'y étouffer ses sanglots. Honteux, Tristan ferma les yeux et souhaita mourir. Pourtant, le lendemain, rien n'y parut. À l'aube, la jeune épouse, humiliée, avait trouvé le moyen de sauver les apparences. Elle avait pris un fuseau, s'était piqué la main et avait aspergé la couche de sang. Ainsi, au réveil, tout se déroula le plus naturellement du monde. À la vue du dos attaché, les commères répandirent le bruit que le mariage avait bien été consommé. Iseult put coiffer la guimpe, symbole de son nouvel état de femme mariée. On festoya de chef. On félicita les jeunes époux. Iseult sourit et, le soir suivant, quand elle retrouva aux côtés de son époux, elle se serra de nouveau contre lui, son ventre chaud contre ses fesses. Ses petits seins pointus contre son dos, ses bras noués autour de son cou. « Mon mari, soupira-t-elle, pourquoi ne voulez-vous point de moi? Qu'ai-je fait pour vous déplaire? Suis-je si laide que je vous dégoûte? » Sincèrement désolé, Tristan la prit par ses bras et chercha à la consoler. « Non, non, mamie, vous êtes fort belle et infiniment désirable. Ne vous inquiétez pas. C'est juste une vieille blessure qui m'a fait souffrir de temps à l'autre. Demain, j'irai mieux. Sois impatiente. » Et la belle Iseult aux blanches mains patienta. Et elle pria longuement devant la petite vierge d'ivoire que lui avaient offert les sœurs de Ploermel. Mais le lendemain, Tristan se souvint soudain qu'il avait fait un vœu à la Vierge, lequel vœu l'empêchait de coucher avec son épouse le reste du mois. Les semaines, les mois passèrent et le même triste ménage continua. Chaque soir, Tristan inventait un autre prétexte pour répandre ses vêtements sur les perches et déserter sa couche. Un cheval malade à soigner, un faucon à dresser, une partie d'échecs à terminer avec Ardin. Heureusement pour lui, elle n'eut pas à mentir très longtemps, car le duc lui-même lui fournit bientôt l'excuse rêvée pour s'éloigner de sa jeune femme, en lui proposant de se construire une demeure sur un des fiefs que sa fille lui avait porté en dos. Tristan sauta évidemment sur l'occasion et décida de se bâtir un château fort sur un des caps du Finistère, face à l'océan, une journée de voile de la Cornouaille. Le transport des blocs de pierre, l'abattage des chaînes pour les charpentes, le creusement des fossés, tout cela lui prit au moins 6 mois. Quand la fière forteresse se dressa enfin sur la pointe de Dinan, Tristan attendit encore, mais il fallut bien un jour qu'il vint chercher son infortunée épouse. Ce fut un long voyage, car, à cette époque, toute la côte occidentale de la Bretagne était couverte de landes battues par le vent et de forêts presque impénétrables. Qu'Erdin accompagna le couple,
chevauchant la tête d'un convoi de 50 lourds chariots qui transportaient les meubles, les affiquets, la vaisselle précieuse et toutes les autres richesses reçues par les mariés en cadeau de noces. Retrouver son mari après une aussi longue absence a rendu Iseult d'humeur badine. Tout au long de la route menant des terres du Nord jusqu'à la presqu'île de Crozon, elle ne cessa d'échanger des plaisanteries avec son frère et Tristan. Ainsi en arriva à un carrefour dominé par un gigantesque menhir qui dressait sa pointe vers le ciel. Elle ne pouvait pas s'empêcher de pouffer rire. « Certes, voilà ce qu'il me faudrait dans mon lit. » Cerdin regarda son beau-frère, interloqué. Celui-ci se contenta de hausser les épaules. Quelques lieues plus loin, la petite troupe eut à traverser un cours d'eau presque à sec. Les chevaux s'engagèrent au milieu des pierres glissantes. Celui de Cerdin fit un brusque écart, ce qui à son tour fit se cabrer la monture d'Iseult. Pour ne pas tomber, la cavalière dut alors ouvrir largement les genoux et talonner vigoureusement sa jument pour en reprendre le contrôle. Du coup, l'animal s'arqua et fit un bond en avant, mais il glissa sur un rocher branlant et tomba de tout son poids en faisant jaillir une gerbe d'eau. Iseult, la robe à demi relevée, se fit éclabousser jusqu'au haut des cuisses. Son frère s'arrêta pour l'attendre. « Vous vous sentez bien, ma sœur? »« Fort bien, mon frère. Bien que je doive l'avouer, cette eau friponne se soit aventurée bien plus avant que jamais ne le fit à mon époux. » Cette fois, Cerdin réagit fort mal à la plaisanterie, prit ça à rapport et la souffleta. « Voulez-vous bien me dire à quoi riment toutes ces sornettes que vous députez depuis tantôt? Cela ne sied pas à une femme de votre rang? » Iseult au blanchiment se mit à pleurer. « Sur ma tête, ce n'est que la vérité, mon frère. Je suis toujours pucelle. Je dors aux côtés de Tristan, mais il ne me touche point. » Cerdin se dressa sur ses étriers bouillants de colère. « Vous mentez, cela ne se peut. Pourquoi Tristan vous traiterait-il et offenserait par là même toute notre famille? » Iseult sanglota. « Je vous jure, mon frère, je vous jure, mon frère, que je dis vrai. Faites-moi examiner par une religieuse, une matrone, si vous me le croyez pas, je suis toujours pucelle. Pensez-vous que tout ceci me numelle pas autant que vous? Je souffre de la froideur de Tristan, j'en souffre à vouloir mourir, car le plus horrible, mon frère, c'est que j'aime cet homme qui me dédaigne. Je l'aime comme une folle et je ne veux pas que vous tirez vengeance de lui. » Cerdin se laissa tomber sur sa selle et dira d'un air battu. « Je ferai sans votre volonté, ma même sœur. Mais je ne ferai bien par savoir ce qui pousse Tristan à agir de cette manière si indigne. Alors ressuscitez celle-là et rejoignons-le. » Tristan vit bien que quelque chose de grave allait se produire. Cependant, il préféra de tenir quoi. Le reste du voyage se fit donc en silence et les chevaux eux-mêmes adoptèrent un pas lent et funèbre, comme s'ils avaient compris que l'aile noire du malheur venait de s'étendre au-dessus d'eux.